Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui n'est absolument pas préparée, vous allez voir, je vais vous parler de mes lectures d'été. En vérité, je vais vous parler de seulement quelques-unes de mes lectures d'été parce que j'ai beaucoup lu ces derniers mois, sachant qu'au moment où je tourne, nous sommes le 1er août, donc je vais uniquement parler de mes lectures de juin et juillet. J'ai lu 67 romans ces 2 derniers mois, donc bien évidemment je ne vais pas parler de tout. Je vais prendre en vérité la liste qui se trouve sur ma tablette, je vais piocher quelques-uns des romans sur lesquels j'ai envie de dire quelques mots, et on va faire ça en toute tranquillité, en mode vraiment vacances. Vous sentez la fille qui n'a pas eu le temps ni d'écrire ni de préparer une vidéo? Ça donne ça. Blague mis à part, je trouvais ça assez sympa de présenter une vidéo un petit peu plus tranquille que d'habitude, moins cadrée, moins écrite. Et ça va également me permettre de parler de mes lectures de vacances, d'été, qui sont beaucoup plus ouvertes que d'habitude, c'est-à-dire beaucoup plus simples aussi. J'ai besoin de choses plus doudou, plus tranquilles, surtout avec les événements en ce moment. Je pense qu'on n'a pas non plus beaucoup envie de choses très dures. Enfin, personnellement, j'en ai pas très envie, donc ça va vraiment permettre d'aborder des genres que j'aborde très peu. Plus de jeunesse, plus de young adulte, plus de littérature de l'imaginaire. Il y a même un thriller, il me semble. Vous le savez, je n'aime pas m'enfermer dans un seul genre littéraire et cette vidéo va vraiment me permettre de vous voir plein de choses. Avant toute chose, nous sommes le 1er août, donc hier est sortie officiellement la pièce Harry Potter and the Cursed Child, donc de J.K. Rowling, ainsi que le script tiré de cette pièce. Je l'ai lu bien évidemment, j'étais à minuit en train d'attendre que ça sorte. J'ai adoré, c'était magique, c'était formidable, mon cœur a cessé de battre, je suis en déprime depuis que je n'ai plus rien. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, tout simplement parce que je vais voir la pièce à Londres dans 3 semaines et je pense faire vraiment une vidéo complète sur le sujet. Cette vidéo n'est absolument pas préparée, ça se voit. Je vais tout d'abord vous parler de Pale One de Ernest Cline, qui est un livre, on va dire, pour ados de science-fiction. Alors je l'ai lu tout simplement parce que Spielberg va l'adapter au cinéma dans peu de temps. Et en général, j'aime bien voir les versions littéraire avant les versions cinématographiques. L'histoire se passe dans un futur proche, dans à peu près 30 ans. Nous suivons Wade, qui est un ado de 17-18 ans, il me semble, donc qui est pauvre, qui est orphelin, qui est absolument fan de jeux vidéo, donc d'une énorme plateforme de jeux vidéo qui a complètement révolutionné voilà, le monde du gaming et de la façon de vivre avec la technologie. Il commence l'histoire en nous apprenant qu'il est champion d'une quête et il va nous raconter tout au long du roman quelle est cette quête, en quoi ça consiste et comment il a réussi à la gagner. Le créateur de cette grande réalité virtuelle, de ce jeu 4D à grandeur nature décède et puisqu'il était milliardaire, il décide de créer un jeu de piste. Celui qui gagne va hériter voilà, de sa fortune. Et donc tout le monde, tous les gamers, tous les joueurs, sachant que voilà, dans 30 ans, ils considèrent que a priori tout le monde joue dans ces jeux vidéo parce qu'on y joue et en même temps on peut y vivre une seconde vie, une vie virtuelle qui est beaucoup mieux que la vie réelle parce qu'on commence à manquer de terre, on manque de nourriture, tout le monde est au chômage, c'est très compliqué. Je pense que c'est de la bonne littérature jeunesse, ado. Ça prend pas le lecteur pour un abruti et en même temps ça reste ado, c'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des cadres de cette littérature, c'est dynamique, c'est simple, la plume est classique, basique, elle n'est pas nulle, elle n'est pas exceptionnelle, mais ça nous permet vraiment d'entrer dans le jeu. Mais le gros point intéressant, et c'est vraiment là où on s'interroge sur la cible du roman, parce que la forme et l'écriture font roman pour ados, mais le fond est beaucoup plus adulte, puisque tout y fait référence à la culture pop, geek des années 80. Donc avec tous les films, les Retours vers le futur, les Indiana Jones, et en même temps les séries, les jeux de rôle, les jeux vidéo, voilà, tout y fait référence et les quêtes vont être par rapport à ça parce que le créateur de cette réalité virtuelle a créé sa réalité en fonction d'un monde qu'il aurait aimé et lui-même étant fan des années 80, voilà, il a créé en fonction de tout ça. Donc c'est absolument passionnant, je conseillerais ça aux fans de jeux vidéo, aux fans de culture pop des années 80, pour les gens qui veulent découvrir le livre avant de voir le film, bien évidemment, parce qu'alors là, honnêtement, si Spielberg met les moyens, et il peut les mettre a priori, ça peut être absolument formidable. Graphiquement, ça va être génial. C'est un bouquin qui est fait pour être adapté au cinéma. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, je vais vous parler du Voile de Téhéran de Paris Mouchsanier.
L'histoire de la vie de Masume que l'on découvre jeune adolescente quand elle arrive dans la ville de Téhéran. Elle arrive de sa campagne très pieuse, très traditionnelle et on va la suivre tout le long de sa vie de femme. Sa vie nous servant bien évidemment de prétexte pour apercevoir les événements de la révolution iranienne, de l'arrivée des mollahs. Et j'aime assez généralement cette façon de faire. C'est un petit peu comme les romans de Juliette Benzoni que je lisais quand j'étais enfant. L'histoire romanesque ou de l'héroïne sert à entrer dans l'histoire avec un grand H en vérité. C'est passionnant, c'est terrible parce que cette jeune fille n'a absolument pas un destin facile. Elle vient d'une famille pieuse, elle rencontre des amis qui le sont moins, elle tombe amoureuse, on la force à se marier dès qu'on se rend compte de ça. C'est une histoire qui touche parce qu'on suit cette jeune femme qui veut être indépendante, qui veut étudier, qui veut travailler, qui se pose beaucoup de questions sur la vie, sur la famille, sur son pays, sur le monde et qui se retrouve enfermée par les dictats de la religion. Ça m'a beaucoup rappelé sous certains angles Persepolis, qui est une BD et également un film d'animation, qui est très bon, je vous le recommande. On ressent cette terreur, cette peur, ce besoin de toujours devoir se cacher. On aborde vraiment beaucoup de sujets, c'est très intéressant. Ça reste un livre assez léger à mon sens, pas non plus une grande plume classique et tout ça, mais je pense que c'est vraiment un livre qui pourrait plaire à beaucoup de personnes et ça pousse surtout à se renseigner beaucoup plus sur l'Iran. Ensuite, un peu de fantaisie jeunesse, on va dire. J'ai lu The Queen of the Tearling, qui est le tome 1, et son tome 2 de Erika Johansson. Je l'ai lu parce qu'il y avait une rumeur il y a quelques années, c'est sorti en 2014, comme quoi Emma Watson jouerait dans l'adaptation cinématographique de ses livres. Donc Emma Watson, voilà, cœur sur elle. Bien évidemment, j'avais envie de lire ses romans au cas où ça sortirait. Je pense honnêtement qu'elle ne tournera pas dedans, mais pourquoi pas, j'adorerais qu'elle le fasse. Nous suivons Kelsey, qui est une jeune fille, je ne sais même plus quel âge elle a, j'imagine peut-être 16-17 ans, qui est enfermée avec ses deux parents adoptifs voilà, dans une forêt, dans une maison. Elle est mise à l'abri en vérité, puisqu'on apprendra très rapidement qu'il s'agit de l'héritière du trône. Sa mère, la reine, étant morte depuis de nombreuses années, elle doit être retrouvée à 16 ans pour être mise sur le trône, sachant qu'en attendant, c'est son oncle, le régent, qui dirige. On le sent que j'ai pas préparé cette vidéo. Après, c'est une héritière qui doit se retrouver sur le trône avec tout ce qui peut découler de ça. Des chevaliers servants, une garde, des complots pour le trône, hein, c'est toujours ces grandes questions. Et en même temps, il y a pas mal de nouvelles idées qui apparaissent, qui relèvent plus de la dystopie que de réellement de la fantaisie. J'ai trouvé ça très intéressant, on commence à voir ça dans le tome 2. La place de la femme dans cette saga me surprend un petit peu parce que ce sont des reines, donc c'est génial, personnage principal, reine et tout. Mais en même temps, il y a cette question de physique, du fait qu'elle commence, elle n'est pas très jolie, elle est boulotte, elle a plein de choses, et au fur et à mesure, elle s'embellit et tout, et on a l'impression qu'elle prend sa véritable place quand elle est belle et tout. Ce message sur la beauté féminine, ça me gêne un petit peu. Ça m'a beaucoup plu. J'ai dévoré ça vraiment en un après-midi. J'ai lu les 2 tomes. C'était très addictif. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. J'essaie vraiment de ne pas trop parler de l'histoire parce que ce que j'ai mentionné du synopsis, c'est une part infime de ce qui se passe. Et c'est vraiment en fait le début. Ça paraît assez classique et on s'aperçoit au fur et à mesure que ça l'est beaucoup moins. Ensuite, pour rester dans la fantasy, je vais vous parler de la King's Fountain de Jeff Wheeler. Alors là, je suis tombée complètement par hasard sur cette saga. Je ne sais absolument pas d'où c'est sorti. Je ne connaissais pas. Je crois que c'est sur Goodreads où j'ai vu ça. Ça avait des bonnes notes, j'y suis allée. Parce que j'avais à nouveau vraiment besoin de littérature très simple, très détente, c'est franchement sympa. Ça m'a rappelé un peu l'Assassin Royal, c'est un petit peu comme l'Assassin Royal en version moins bonne, hein, on est d'accord, et plus jeunesse. Mais il y avait un petit côté comme ça, puisqu'on se retrouve dans un royaume gouverné par, il s'appelle Séverne, le roi Séverne, qui d'après les rumeurs, etc., devrait sa place de roi, devrait son trône, au fait qu'il aurait assassiné les vrais héritiers, etc. Donc un type sympathique qui avait la famille du héros, une grande famille noble, va décider de ne pas aider le roi dans une de ses batailles, va le trahir en vérité,
et pour les punir, il va décider de prendre en otage un de leurs fils. Ça va être Owen, le plus jeune, et notre héros. Donc on commence l'histoire avec un garçon de... il a quel âge? 8-9 ans au premier tome. Au deuxième tome, il a je pense 18 ans à peu près, 17-18 ans. Et au troisième tome qui n'est pas encore sorti, il sort en septembre je crois, il aura un peu plus également. Donc on suit vraiment l'évolution de cet enfant qui rappelle un petit peu Fitz dans l'Assassin Royal. Et à nouveau il y a des histoires d'espionnage, d'empoisonnement, vraiment de complot au sein de la cour. J'aime beaucoup découvrir les histoires par le biais des enfants, tout simplement parce que nous, on est novices dans ce monde. L'enfant aussi, il ne connaît pas la cour, donc on découvre avec lui. Là on a plus le temps, c'est agréable, et pour le coup, je n'ai vraiment pas trouvé et l'enfant et l'adolescent, dans le tome 2, désagréable. Autant Fitz, il est insupportable dans l'Assassin Royal, et pourtant j'adore cette saga. Autant là, Owen, il est vraiment cool comme gosse. Donc ça mélange un petit peu magie, complot à la cour, amitié, amour par la suite, des batailles, voilà. C'est très très agréable, je pense que c'est assez sympa de commencer la fantasy comme ça, pour les plus jeunes en tout cas. Et je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à lire le tome 3. Qu'est-ce que j'ai pu lire de sympathique? Sachant que je précise, il y a certains livres que j'ai lus que je ne mentionne pas ici, tout simplement parce qu'ils vont avoir des vidéos réservées par thème, plus spécifiques. Ah si, pour les fans, j'ai lu le tome 5 de La Grotte du Shopping de Sophie Kinsella. J'adore cette saga, c'est je crois la seule saga chick lit que je lis, mais je l'adore. Il y a certains tomes qui sont moins bons que les autres, le tome 5 j'ai adoré, c'est... ah ouais, mais je peux pas vraiment vous dire, vous me direz, c'est dans le titre du bouquin, donc je suis désolée, il y a un moment où on sait bien que voilà, on suit toutes les évolutions de sa vie. C'est au moment où elle est enceinte en fait. À la base elle adore le shopping pour elle, la déco et tout, mais là en plus elle peut acheter pour quelqu'un d'autre, donc c'est génial, elle rencontre des gynécos absolument dingues qui se trouvent être l'ex de son mec. Donc pour dire les premiers chapitres, je l'avais commencé en livre audio. C'est foutrement bien un livre audio, La Grotte du Shopping. J'étais morte de rire dans mon lit parce que je lisais ça le soir. Et je vois que cette vidéo va être très très longue, donc un dernier. Alors ça c'est celui que je suis en train de lire actuellement. C'est un thriller, il s'appelle Je voyage seul de Samuel Björk. C'est norvégien je pense, du coup ça se passe en Norvège, donc on va présupposer, mais c'était pas sûr, à vérifier. C'est le livre en vérité que je lisais il y a 2 jours avant la sortie d'Harry Potter. J'ai fait une pause pour lire Harry Potter bien évidemment, donc là je l'ai repris hier soir. Je ne l'ai pas fini, donc c'est un petit peu plus compliqué de parler d'un thriller qu'on n'a pas fini, parce que bien évidemment il n'y a pas le twist final. J'ai des idées pour le twist. Je ne sais pas si c'est ça, j'espère que ce n'est pas ça, parce que vous savez, voilà, le but d'un thriller c'est d'être toujours surpris. C'est plutôt pas mal. Énormément de thrillers scandinaves en ce moment mettant en avant des personnages de femmes fortes, un peu brisées par la vie et tout, plein de mini Lisbeth en vérité de Millennium. Je trouve ça assez sympa. Alors ok, c'est des sortes de copies conformes, mais honnêtement, vu le nombre de copies conformes de Blonde et Cervelée qu'on a et dans les films et dans les livres, je pense qu'on peut avoir un bon lot de Lisbeth pour rattraper ça. Hein. Je suis assez pro polar scandinave, je trouve ça toujours assez bon, il y a toujours... des descriptions de paysages où ça rend très très bien. Ah oui, je vous ai même pas dit de quoi ça parle. On découvre le cadavre d'une petite fille pendue à un arbre et il va donc découler de là une affaire avec je ne sais même pas quel est son rôle, commissaire, inspecteur, détective, Holger, ainsi que sa collègue Mia. Elle est excellente parce qu'elle est sur une île reculée, elle s'est retirée de toutes les affaires, elle n'a qu'une envie, c'est se suicider. D'ailleurs c'est ce qu'elle a prévu dans 20, 10, 5 et tout. Voilà. Elle fait un compte à rebours sur le nombre de jours où elle va se suicider parce qu'elle a tout un passé qu'on apprend au fur et à mesure. C'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé, le fait que ça ne soit pas strictement une enquête policière, mais en même temps voilà, une histoire avec de vraies personnes qui ont un vécu, qui leur servira également pour l'enquête. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que de toute manière c'est très brouillon. C'était un petit peu ce que je voulais, mais je crois que je me suis encore plus emportée. J'avais prévu de faire genre 1 minute 30 par livre et tout pour faire une petite vidéo, ça va être un truc très très long. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi quelles sont vos lectures de l'été. Dites-moi les genres que vous appréciez. Est-ce que comme moi vous aimez les choses plus tranquilles, plus reposantes, plus détentes? On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir.
Ça a toujours été et ça restera mon numéro 1 en fantasy pour la simple et bonne raison que ce fut le premier ouvrage à me plonger dans l'univers du genre, Seigneur des Anneaux mis à part, mais ça se comprend parce que mythologie de folie, parce que talent d'écriture incommensurable, on est d'accord? Toujours est-il que c'est d'ailleurs l'Assassin Royal que je recommande constamment pour débuter la fantasy.